Il gagnait 2,16 milliards de dollars par an. C'est l'incarnation même de la figure du gangster américain. Je vais vous raconter la folle histoire et la chute d'Al Capone. Et c'est quelqu'un de très intéressant, parce que la réputation des mafieux et de Chicago se sont construites autour de lui. La ville lui doit en bonne partie son image de capitale du crime pendant les années 20 et 30. Pendant ces années de gloire mafieuse, la police, la justice et les politiques sont à la botte des gangsters, et tout particulièrement à la botte d'Al Capone. Les parents d'Al Capone, Gabriele et Teresina Capone, arrivent à New York en 1893. Originaires de Naples, ils font partie des grandes vagues d'immigration de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Ils s'installent dans l'un des quartiers les plus pauvres de New York à cette époque, au 95 Navy Street à Brooklyn, près du chantier naval comme son nom l'indique. Le quartier de Brooklyn vient tout juste d'être intégré à la ville de New York et les loyers y sont abordables. Les Capone font en sorte de s'intégrer au mieux dans ce nouveau pays en dépit des difficultés liées à la barrière de la langue. Gabriele s'intégrera en tant que barbier et Teresina comme couturière. Ils ont 2 enfants en bas âge à ce moment-là et Teresina est enceinte du 3e, Vincenzo, Raffaele et Salvatore, baptisés respectivement James, Ralph et Frank. Alphonse Gabriel Capone, qui deviendra Al Capone plus tard, naît le 17 janvier 1899, le 4e d'une fratrie de 9 enfants qui le suivront presque toutes et tous dans ses activités criminelles en grandissant. Au début du siècle dernier, New York est une ville où les inégalités sont extrêmement marquées. C'est donc sans surprise que les Capone vont éprouver des difficultés à y élever leurs 9 enfants. Si Gabriele et Teresina sont respectueux des lois et n'ont rien à voir avec le milieu de la pègre, pour beaucoup d'autres habitants de ces quartiers, tous les moyens sont bons pour gagner sa vie et nourrir sa famille, avec notamment la prostitution, la contrebande et les jeux d'argent en tête. Dans les années qui suivent, la famille Capone va déménager au 21 Garfield Place, toujours à Brooklyn, et il se trouve que l'un de leurs voisins est un certain Jenny Torrio, dit le renard. Alors déjà, on commence avec les surnoms à coucher dehors, c'est génial. C'est un génie de la pègre, bien connu du milieu, il est le second du Five Point Gang, une organisation célèbre et puissante de New York. Al Capone commence à faire de petites missions pour lui, les deux se rapprochent, si bien que Torrio devient rapidement le mentor du jeune Capone. Il est presque une figure paternelle pour lui. En 1909, Torrio part pour Chicago pour aller prêter main forte au Big Jim Colosimo, un poids lourd de la pègre qui n'est autre que l'oncle par alliance de Torrio à l'origine de la création de l'outfit de Chicago, aussi appelée la Chicago Crime Family ou l'organisation. Et vous allez voir plus tard que c'est des organisations tentaculaires dans lesquelles tout le monde se rejoint. L'organisation, c'est le plus violent et le plus grand gang criminel de Chicago et même de toute la région du Midwest. Elle est la seule famille mafieuse bénéficiant d'une autonomie vis-à-vis de la commission, qui domine toutes les familles de la mafia américaine. Parmi elles, les 5 familles de New York sont les plus puissantes. L'outfit de Chicago est la seule à pouvoir rivaliser avec elle, si bien qu'on la considère souvent comme la 6e famille. Mais faut pas aller trop vite, parce qu'à l'époque où Big Jim fait appel à son neveu, l'outfit se forme tout juste. Donc revenons à New York. Malgré des résultats plutôt pas mal à l'école, Al Capone va faire ses premiers pas dans la criminalité relativement tôt, comme beaucoup de parrains finalement. Son renvoi de l'école à 14 ans après avoir frappé son instituteur marque le début de son escalade dans la violence, mais ça correspond aussi aux prémices de la légende. Alors plusieurs histoires existent relatant de ses premières actions au sein de gang. L'une d'elles raconte que son père lui aurait offert un nécessaire pour cirage de chaussures pour son 14e anniversaire, le poussant ainsi à gagner ses premiers sous indépendamment. Et alors qu'il était en train d'attendre que des clients se montrent, Alphonse aurait assisté à un passage à tabac et un racket mené par le gang de Don Battista Balsamo, considéré comme le premier vrai parrain des États-Unis. Cette scène l'aurait impressionné et inspiré, mais surtout, il y aurait vu un moyen bien plus rapide que le cirage de pompe pour se faire de l'argent. Dommage pour lui, à cette époque, Patreon ça n'existe pas, mais aujourd'hui ça existe et j'y suis présent. N'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Patreon en me soutenant financièrement à partir de 5 €. Ça vous donne accès à plein d'avantages comme les vidéos en avance, des groupes de discussion et plein de petits détails sur les coulisses de mes vidéos. Merci à ceux qui me soutiennent sur Patreon et qui me permettent de continuer ce travail. Et on reprend notre histoire de cirage de pompe. Le lendemain, il aurait fait appel à ses cousins et frères pour malmener la concurrence. Ensemble, ils auraient mis en place une taxe quotidienne pour les petits cireurs de chaussures du coin que ces derniers devaient payer pour échapper au coup. Si cette histoire est vraie, on peut y voir un sens des affaires déjà bien aigu chez le futur roi de la pègre. Une autre version raconte qu'Al Capone aurait créé son premier gang à 14 ans en le baptisant le Navy Street en hommage à son quartier. Ce gang aurait eu pour but de faire cesser le harcèlement des filles italiennes par les garçons irlandais. Toujours est-il que si ça s'avère véridique, Al Capone n'était pas au bout de ses peines avec les Irlandais comme on le verra bien plus tard. Et enfin, une autre version de l'histoire un peu plus courte et beaucoup moins épique. Cette histoire raconte que Capone aurait commencé comme un simple voleur à la tire pour quelques petites bandes organisées. Et il se serait livré aux rackets et aux paris clandestins. Il va appartenir successivement à plusieurs petits gangs, les Brooklyn Rippers, ou les éventreurs de Brooklyn en français, les 40 Thieves Junior, les 40 voleurs juniors donc, et les Bowery Boys. En partant pour Chicago, Torrio avait laissé les rênes du Five Points à son ami et confrère Frankie Yale. Yale est réputé comme étant le plus grand racketteur de Brooklyn de nature extrêmement violente. C'est l'un des gangsters les plus dangereux de New York qui n'hésite pas à éliminer les obstacles sur son passage. Bon, on aurait plutôt tendance à se dire que c'est flippant,
Et bah pas pour Capone, puisque Frankie Yale va devenir son deuxième mentor. Plus c'est violent, plus notre petit Capone a des étoiles dans les yeux. Yale va apprendre à Capone quelques règles du métier, dont la façon de faire pour être pris au sérieux dans le milieu, mais également l'importance de la réputation et la puissance de feu. À 18 ans, Capone commence à bosser au Harvard Inn à Coney Island, un petit hôtel dirigé par Yale. Il va commencer d'abord comme plongeur, puis comme barman, et il est aussi chargé de collecter l'argent des mauvais payeurs et de contrôler les entrées d'argent des prostituées pour éviter les détournements. C'est un job qui requiert bien souvent l'usage de la force, d'autant que le Harvard Inn n'est pas un pub chaleureux à l'ambiance conviviale, c'est plutôt le théâtre de bagarres et de tueries régulières. Et Capone va pas y couper. Un soir, alors qu'il se trouve sur son lieu de travail, le jeune homme repère une jolie femme au comptoir. Il s'approche et lui fait des avances. La jeune femme les repousse et il va pas se dégonfler, il va revenir à la charge, cette fois-ci en lui susurrant des mots à l'oreille. Quels mots précisément, on ne saura jamais. Toujours est-il qu'il y a une certitude, ça lui plaît absolument pas. Elle se lève et elle va se plaindre auprès de son frère qui se trouve lui aussi dans le bar. Sauf que manque de bol, ce dernier n'est autre que Frank Galluccio, un associé au célèbre parrain new-yorkais Lucky Luciano. En gros, un mec qui rigole zéro. Tu prends le mec qui rigole le moins dans ton groupe d'amis, il est en dessous. Les deux hommes se battent, Frank finit par sortir un couteau, il vise la carotide de Capone sans parvenir à l'atteindre du fait de l'alcool peut-être. À la place, il lui taillait de la joue et c'est ainsi qu'Al Capone écope d'une balafre à vie et d'un surnom célèbre qui lui collera toujours à la peau, Scarface. Cette cicatrice, Capone ne l'assumera jamais et il prétendra toute sa vie qu'il s'agit d'une blessure de guerre, sauf qu'il a jamais fait l'armée. Sur les photos, il tentera toujours de la dissimuler en mettant en avant son autre profil. Et pourtant, cette cicatrice iconique participe aujourd'hui encore à sa légende. Petite parenthèse cinéma d'ailleurs, si le film Scarface d'Howard Hawks de 1932 traite clairement de la vie de la mafia américaine et s'inspire de la vie d'Al Capone, le remake de Brian De Palma de 83, qu'on connaît beaucoup plus, transpose l'histoire à Miami. Et dans celui-ci, le malfrat joué par Al Pacino est originaire de Cuba. En 1918, Al Capone se marie avec une Irlandaise catholique, Mae Coughlan. Ils élèvent un enfant ensemble, Albert Francis, enfant unique d'Al Capone, né la même année. Sa nièce, Deirdre Capone, a écrit un livre intitulé Uncle Al Capone, dans lequel elle raconte que Mae ne serait en fait pas la mère biologique de Sonny Capone, surnom qu'on donnait à Albert Francis. Non, en réalité, la vraie mère du fils de Capone serait morte en couche. Pour que le petit puisse avoir une mère, Teresina Capone, la mère d'Al Capone, donc, a organisé un mariage arrangé avec cette jeune femme catholique, qui était important pour elle en tant que pratiquante, et stérile de naissance. Johnny Torrio est le parrain de l'enfant, et après cette naissance, Al Capone va changer, en tout cas pour un moment. Il a envie d'éduquer son enfant dans un environnement sain, et pour ça, les Capone déménagent à Baltimore, où Alphonse trouve un job de comptable qui lui apporte de solides connaissances. Il va mener un train de vie presque ordinaire en faisant en sorte de préserver sa famille. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, avec un Al Capone père, mari et comptable, mais vous vous en doutez, c'est pas comme ça qu'il est devenu une légende. Gabriele Capone meurt d'une crise cardiaque le 14 novembre 1920, donc Alphonse et sa famille retournent à Brooklyn pour les funérailles et pour soutenir sa mère. Et là, c'est la rechute. Il replonge dans le crime organisé et pas de la plus belle des manières. Il se forge la réputation de quelqu'un de violent. Des bruits de couloir racontent qu'il aurait tué une prostituée qui aurait tenté de lui cacher de l'argent ou encore qu'il aurait assassiné un ami qui avait refusé de payer une dette dans le bar où il travaillait. À côté de ça, il a encore en travers la balafre faite par Galluccio et la vengeance le titille un peu. Mais pour Frankie Yale, il est hors de question de déclencher une guerre de gang. Il envoie Capone à Chicago et Lucky Luciano lui-même lui file 2000 balles pour qu'il se barre. Pour la petite histoire, vous verrez que Capone aura quand même sa vengeance plus tard, quand il sera à la tête de la contrebande de Chicago et que Galluccio sera sous ses ordres pour la basse besogne. Capone rejoint son mentor bien-aimé, donc Johnny Torrio, en 1920. Quant à vous, vous pouvez rejoindre votre youtubeur préféré dès maintenant en appuyant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Je sais que certains ragent à fond quand on parle des paliers d'abonnés, mais on a dépassé des 400 000 à une vitesse folle, on est bientôt proche du demi-million. C'est au-delà de toutes mes espérances et en vrai, j'ai autant envie de vous dire de vous abonner que de vous dire merci. Mais allons-y, voilà, le demi-million pour bientôt. Appuyez dessus. Et vous allez voir que la période historique est clé. Parce que depuis le 17 janvier 1920, la prohibition est en vigueur et c'est du pain béni pour les mafieux. Le but de cette loi est simple, régler les problèmes d'alcoolisme importants dans le pays, notamment chez les ouvriers, et ainsi augmenter la productivité dans les usines. Mais aussi tout bonnement de purifier le pays et la jeunesse de l'alcool. Ça a très bien marché. Son petit nom juridique, c'est la loi Volstead. Une bonne partie de la population se fiche complètement de cette loi et plus encore la trouve ridicule. C'est ainsi que voient le jour des centaines de boîtes de nuit et des bars clandestins où la clientèle afflue. Ces affaires illégales sont souvent tenues par des parrains de la pègre qui ont su tirer parti de la situation en se lançant dans la contrebande d'alcool. À son arrivée, Capone est embauché dans un bar clandestin réputé dont Torrio est le propriétaire. De l'alcool au jeu d'argent en passant par les concerts et les filles, le lieu offre tout ce contre quoi la prohibition lutte. Il bosse alors comme rabatteur et amasse pas mal d'argent. Bien vite, Capone et Torrio vont eux aussi
chercher à investir dans le marché de la contrebande d'alcool. Ils y voient une véritable opportunité d'enrichissement. Mais un obstacle de taille se dresse sur leur passage, Big Jim Colosimo, l'oncle par alliance de Torrio. Ce dernier s'oppose à l'idée de se lancer dans la contrebande d'alcool parce qu'il estime que son empire est suffisamment vaste avec ses maisons closes, ses casinos et ses restaurants. Et ça sera la première erreur de Big Jim. La seconde est d'ordre personnel. Colosimo quitte la tente de Torrio pour les bras d'une chanteuse de 19 ans et il n'en faudra pas plus pour que le duo Capone-Torrio fasse appel à leur confrère de New York, le fameux Frankie Yale. En l'échange de $10 000, soit environ $150 000 aujourd'hui, Yale règle le problème. Il se rend dans l'un des restaurants de Colosimo et le descend. Torrio devient alors le numéro 1 de la pète de Chicago, boss de l'Outfits, et Capone deviendra son second. Et du coup, le marché de la contrebande d'alcool s'offre à eux. L'expansion de l'empire de Torrio semble inarrêtable. Le chiffre d'affaires s'élève à 3 millions par an, soit plus de $50 millions d'aujourd'hui, et pendant les 3 années qui suivent, ils prennent le contrôle de 9 grandes brasseries, puis de toute l'industrie de la bière. Ainsi, on peut dire que la prohibition a propulsé Al Capone et son mentor vers des sommets. Depuis 1922, Capone est le bras droit de Torrio. Sa loyauté est sans faille et il ne cesse de faire ses preuves auprès de Johnny. Simple homme de main au début, il va gravir les échelons en faisant preuve de grande capacité de leader et d'homme d'affaires. Mais cette belle ascension à Chicago est brusquement freinée lorsque William E. Dever est élu maire de Chicago en 23. L'homme politique veut mettre fin aux paris illégaux et aux infractions qui vont à l'encontre de la prohibition. Beaucoup de bars clandestins, de tripots et de maisons closes baissent le rideau. Capone et Torrio sont pris dans un étau, leurs affaires en pâtissent et prennent alors la décision de déplacer le QG à Cicero, en périphérie de Chicago. Ils estiment que la ville de Cicero a un vrai potentiel pour devenir une ville du crime. Mais il y a une condition pour permettre ça. Pour eux, il faut absolument que le républicain Joseph Z. Klena remporte les élections municipales face au démocrate Rudolf Hurt. Et qu'à cela ne tienne, le 31 mars 1924, le jour des élections, les gangsters de l'Outfit mènent une campagne d'intimidation musclée dans les bureaux de vote. Ils escortent la population arme au poing jusqu'à l'urne et vérifient que le nom de leur candidat est bien sur le papier. En parallèle, le QG de Rudolf Hurt est mitraillé et le démocrate est contraint de fuir. Des émeutes se forment dans les rues et les électeurs vont chercher de l'aide auprès du juge du comté Edmund K. Jarrett. Quand ce dernier apprend ce qui se passe à Cicero, il envoie 70 policiers en civil sur place. En arrivant sur place, les policiers se mêlent aux émeutiers. Frank Capone, le frère aîné d'Al Capone, les voit arriver et pense sur le moment qu'il s'agit d'une descente de bande rivale. Il va pour attraper une arme dans sa poche intérieure de veste au cas où les choses dégénèrent. Ce geste n'échappe pas aux agents en civil et ils vont ouvrir le feu sur Frank. L'homme de 29 ans mourra sur le coup. C'est une mort brutale et inattendue qui va complètement dévaster Al Capone. Il organise pour son frère des funérailles démesurées à base de cercueils d'argent et de l'équivalent de $20 000 de fleurs pour décorer la maison de son défunt frère. Dans son malheur, Al Capone reçoit quand même une bonne nouvelle. Joseph Z. Klena est bel et bien réélu. La prise de Cicero peut donc commencer. Et on parle pas d'un tout petit truc, on parle de 161 bars clandestins, 22 maisons de passe, plus de 150 maisons de jeu, toutes servant de l'alcool. Rien que le Hawthorne Smoke Shop, situé dans l'Hawthorne Inn, leur rapporte $50 000 par jour. Mais un marché aussi prospère que celui de l'alcool attire forcément de la concurrence. Vous vous souvenez peut-être qu'au début de la vidéo, je vous ai dit qu'Al Capone n'en avait pas terminé avec les Irlandais. Et ben c'est à ce moment de l'histoire qu'ils entrent de nouveau en scène. Ils vont tenter de s'emparer le marché, initiant une guerre de gangs sanglante qui durera pendant toute la période de la prohibition. Le boss du gang irlandais se nomme Dean O'Banion et son objectif numéro 1 est d'éliminer Torrio. De violentes luttes de territoire vont éclater, entraînant fusillades et représailles. Pour rappel, Torrio et Capone font partie de l'Outfit de Chicago, basé historiquement au sud et qui compte alors entre 300 et 400 membres. O'Banion dirige le gang de Northside, composé d'environ 200 gangsters irlandais. Et officiellement, O'Banion est un simple fleuriste. Ces querelles vont finir par taper sur le système du duo Torrio-Capone, qui va encore une fois faire appel à son arme fatale, Frankie Yale. Le 10 novembre 24, 5 mois après la dernière attaque en date des Irlandais, Yale, John Scalise et Albert Anselmi débarquent dans la boutique d'O'Banion et ils l'abattent. Le gang de Northside a perdu son leader, mais sa soif de vengeance est plus forte que jamais. La mafia irlandaise revient donc de plus belle avec un nouveau boss, Jaime Weiss, et son second, Bugs Moran, alias Maurice Leblanc. Et ils vont vouloir à tout prix venger O'Banion. Capone échappe à une tentative d'assassinat après laquelle il s'entoure de gardes du corps. Torrio fait le choix de ne pas s'encombrer de tant de sécurité. Grossière erreur, puisqu'en rentrant d'une séance de shopping avec sa femme un soir de janvier 25, les gangsters de Northside font une descente chez lui. Il va être criblé de 5 balles au bras, à la bouche et à l'abdomen. Le choc est terrible, mais contre toute attente, Torrio survit. Capone reste à son chevet pour s'assurer que personne ne vienne finir le travail pendant sa convalescence, et une fois rétabli, Torrio, traumatisé par l'événement, se retire du milieu et part en Italie prendre sa retraite. Il ne reviendra aux États-Unis qu'au début des années 30. Et c'est ainsi qu'en 1925, son fidèle bras droit Al Capone devient à 26 ans le parrain de l'Outfit de Chicago, ce qui signifie qu'il dirige désormais un empire de l'équivalent d'1 milliard de dollars d'aujourd'hui, composé de maisons de jeu, de brasseries légales, d'un réseau de transport qui s'étend jusqu'au Canada
Canada, de maisons closes, de boucheries et bien d'autres. Avec en prime l'assurance d'une protection politique et policière grâce à la corruption systémique mise en place depuis plusieurs années. Conseillers municipaux, magistrats, policiers, Al Capone et ses acolytes achètent tous les gens qui peuvent se mettre dans leur poche. Les pots de vin représentent à eux seuls un budget de 30 millions de dollars, c'est délirant. Ainsi, ils contrôlent la ville de Chicago et de nombreux gangs de rue sont affiliés à cette famille. Capone est une figure extrêmement forte du gang, si bien que pendant des décennies, l'outfit sera surnommé le Capone Gang ou encore The Capones. Pendant sa première année de règne sur la pègre de Chicago, Capone va lutter pour sa survie. Les guerres de gang font rage et les morts se comptent par centaines. Occupé par les Guenas, une famille mafieuse sicilienne qui lui pose problème, Al Capone n'organise pas directement d'opération pour venger Torrio. Il serait peut-être d'ailleurs simplement passé à autre chose si les Irlandais ne s'étaient pas acharnés à vouloir venger O'Banion, encore et toujours. Agacé, Capone prend la décision de les exterminer. Il va commencer par Jaime Weiss. 5 hommes sont envoyés à la sortie d'une boutique pour lui tendre un piège. Et le 11 octobre 26, Weiss est abattu. Nouveau tournant dans la vie politique de Chicago, en avril 27, William H. Thompson est réélu en tant que maire de la ville. Sa campagne électorale reposait en partie sur la promesse d'une ville plus ouverte. Traduction: alcool et prostituées à gogo, let's go! Cette promesse de campagne lui a permis de conserver le soutien de l'outfit et Capone aurait investi 250 000 $ dans sa campagne. Le gang d'Al Capone peut enfin retourner dans son ancien QG à Chicago, c'est l'apogée. L'argent coule à flot, les gangsters sont des icônes de la culture populaire, voire des légendes auprès des Américains. En faisant un pied de nez à la prohibition, ils donnent l'impression au peuple qu'ils sont de son côté. L'économie est repartie, les femmes gagnent un peu plus de liberté, noirs et blancs se côtoient dans les clubs de jazz, c'est la belle vie. D'ailleurs, Capone participe indirectement à l'essor du jazz à Chicago via le développement des bars clandestins qu'il alimente et dans lesquels les jazzmen se produisent. C'est une opportunité qui n'existe nulle part ailleurs. Les bars clandestins sont un tremplin pour des chanteuses de légende comme Anita O'Day ou Billie Holiday. En ce sens, Al Capone est une sorte de mécène et de gardien du jazz. Pour la petite histoire d'ailleurs très drôle, on raconte que Louis Armstrong s'était fait voler sa trompette en jouant dans un bar. L'affaire est remontée jusqu'aux oreilles d'Al Capone et le lendemain, l'instrument était de retour. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec le voleur, mais aujourd'hui ce serait illégal dans plusieurs juridictions. Al Capone brille sous les feux des projecteurs, il multiplie les apparitions médiatiques, ce que ses prédécesseurs évitaient à tout prix avant lui, mais surtout l'âge d'or d'Hollywood approche. Le monde est en recherche perpétuelle de nouvelles stars et Al Capone va devenir la star du crime. Il fait couler beaucoup d'encre, en particulier dans les tabloïds qui se délèguent de ses histoires avec les politiciens corrompus, entre autres. Al Capone parle et les journaux le transforment lui et ses semblables en stars. Il a parfaitement conscience de ça et contrôle avec soin son image et sa réputation de Robin des Bois des temps modernes. En 1929, Al Capone est le king de Chicago, une véritable légende vivante. Il gagne 120 millions de $ par an, l'équivalent de 2,16 milliards de dollars aujourd'hui, et est à la tête d'un immense empire. Mais ce qui fait alors la force de Capone va rapidement devenir sa faiblesse. Son engouement et son ego incontrôlable vont le rendre négligent. Et à force de se sentir au-dessus de la masse, il va oublier qu'en ce monde, rien n'est éternel. Et il y a une date en particulier qui va bouleverser notre histoire, c'est le 14 février 1929. 14 février, jour de la Saint-Valentin, mais surtout 14 février 1929, jour du massacre de la Saint-Valentin. Ce matin-là, Bugs Moran, le chef du Northside Gang, et ses hommes se donnent rendez-vous à 10h30 au SMC Carthage, un garage au 2122 North Clark Street, parce qu'ils doivent y réceptionner une cargaison de whisky de contrebande. 7 hommes sont déjà sur place quand Moran arrive en voiture, mais il repère de loin une berline Cadillac suspecte. Soupçonneux, il ne s'arrête pas et poursuit sa route. Quelques instants plus tard, 4 hommes descendent de cette fameuse Cadillac et entrent dans l'entrepôt. À l'intérieur se trouvent 5 membres du Northside Gang, Peter et Frank Gusenberg, Albert R. Weinschank, Adam Meyer et James Clark, le beau-frère de Moran. Mais également 2 personnes qui n'en font pas partie, John May et Reinhard H. Schwimmer, un optométriste qui fréquentait d'un peu trop près certains gangsters. En voyant débarquer ce qui semble être des policiers, le gang ne s'affole pas plus que ça. Les descentes de police sont courantes et souvent mises en scène. Elles ont pour but de montrer au monde que la police fait son travail, mais elles se règlent en réalité presque toujours par des pots de vin. Les 7 hommes déposent leurs armes et s'alignent contre le mur, comme ça leur est demandé, sauf que contre toute attente, les policiers ouvrent le feu et les massacre. Lorsque la vraie police arrive sur les lieux, elle retrouve plus de 100 cartouches sur le sol. C'est un véritable carnage. Et il n'y a aucun témoin oculaire. La seule chose que les forces de l'ordre sont capables de déduire, c'est que des personnes se sont faites passer pour des officiers de police afin de procéder à cette boucherie. Et c'est tout. On n'en saura jamais davantage. En tout cas, officiellement, parce que tout de suite, tous les regards se tournent vers l'outfit et Al Capone. Parce que depuis la mort de Jaime Weiss, Bug Moran est le dernier obstacle à se dresser sur le chemin d'Al Capone pour le contrôle total de la contrebande d'alcool à Chicago. L'existence du Northside Gang lui pose problème et il en veut encore à Moran pour sa tentative d'assassinat sur Torrio. Il a donc plus d'un mobile au compteur. Son seul alibi est qu'il se trouvait en voyage à Miami le 14 février 29. Mais aux yeux de beaucoup, ça ressemble davantage à une couverture qu'à un alibi. Et encore aujourd'hui, ce crime lui est attribué officiellement
officieusement. Il aurait confié cette mission à Jack McGurn, surnommé la sulfateuse, qui se sera entouré de John Skellis, Albert Anselmi, les frères Kewell, George Ziegler, qu'on appelait Joe la Pétoire, et j'adore les noms de ces gens, Joseph Lolordo et Fred Burke, aussi appelé le tueur. Enfin bref, une belle brochette de gangsters sanguinaires. McGurn aurait employé un braqueur de cargaison pour que celui-ci propose une vente de whisky de contrebande à Moran. En simulant une fausse descente de flics, McGurn et sa clique s'assurent de pouvoir désarmer les membres de Northside avant de les arrêter. Et vous connaissez la suite. Après cet événement, le gang de Bug Moran est presque complètement décimé. L'homme est à terre. Il parviendra quand même à garder le contrôle de son territoire jusqu'au début des années 30, mais ensuite, ce qui était le Northside Gang passera sous contrôle de l'Outfit. Moran se retire de la pègre et se range dans les petits cambriolages. Il se fera coffrer lors du braquage d'une banque et mourra en purgeant sa peine en 57. Quant à McGurn, il sera assassiné en 36, le jour de la Saint-Valentin. On saura jamais par qui, mais l'hypothèse d'une vengeance de Moran vient forcément à l'esprit. Bref, le massacre de la Saint-Valentin est un raz-de-marée, pour la simple et bonne raison que pour la première fois, le public est exposé à des images extrêmement violentes et sanglantes qui montrent le vrai visage de la mafia. La préméditation de l'acte et le mode opératoire choquent énormément. Les gangsters ne sont plus vus comme des héros, mais comme des bouchers. Cet acte y signe la fin de l'âge d'or des gangs qui se sont forgés grâce à la prohibition et marque le début du déclin d'Al Capone. La presse change son fusil d'épaule et le peuple reproche à Capone de les avoir exploités. Du 16 au 19 mai 29 se déroule à Atlantic City une conférence supervisée par Torrio, rassemblant les plus grands chefs mafieux des États-Unis. L'objectif de cette rencontre au sommet est de discuter de l'avenir de leur entreprise. Capone, qui craint depuis la fameuse tuerie qu'on complote dans son dos, s'y rend avec Lucky Luciano, Meyer Lansky, Frank Costello, Albert Anastasia et Willie Moretti. Et il y sera pas bien accueilli. On lui reproche d'avoir trop attiré l'attention et d'avoir menacé l'entièreté du milieu par son insolence et sa négligence. Certains chefs de gang souhaitent le voir disparaître totalement de l'échiquier et après cette conférence, Capone passe un accord avec Hoff, le chef de la police de Chicago. Pour sa sécurité, Capone doit être mis à l'écart un moment. Il quitte Chicago pour se rendre à Philadelphie armé, qui est inhabituel pour un parrain de la mafia. En général, en déplacement, seul leur garde du corps porte une arme. Comme convenu avec Hoff, Capone se fait arrêter à peine arrivé à Philadelphie et est inculpé pour port d'armes illégales. Il va plaider tout de suite coupable et en août 29, il est condamné à 1 an de prison. Il sera incarcéré à l'Eastern State Penitentiary, incarcéré, vous voyez ce que je veux dire? Parce que sa cellule ressemble plus à une suite d'hôtels de luxe qu'à une cellule de prison. Il a vraiment fait n'importe quoi, littéralement il a fait poser de la moquette et installer des petits meubles de qualité. Le mec est bien. Pendant ce temps, son frère Ralph le remplace aux commandes de l'Outfit. Ce bref interlude lui permet d'échapper au radar du FBI pendant un temps. Il espère que les choses se tassent et que l'opinion publique lui sera plus favorable en sortant de prison. Après 10 mois, Capone est libre et contrairement à ses attentes, les choses sont loin de s'être tassées. En dehors, le monde a changé. Herbert Hoover est devenu président et il a fait de la lutte contre la criminalité son cheval de guerre. Une liste d'ennemis publics est établie par le gouvernement dont Al Capone est en tête. La Grande Dépression est aussi passée par là. La bourse a emporté avec elle des sommes délirantes dans sa chute le 24 octobre 1929. Fini les années folles, le temps est à la récession. La population est en grande difficulté et peine à se nourrir. Les entreprises font faillite à la chaîne et les gangsters sont considérés comme une gangrène qui nuit à l'économie de Chicago par la réputation de ville du crime qu'elle lui confère. Ni les entreprises ni les touristes ne souhaitent s'y rendre et encore moins s'y établir. Un groupe de grands patrons de Chicago, surnommé The Secret Six, demande à la Maison-Blanche de faire tomber Al Capone. Hoover, dont la réputation a été mise à mal depuis la crise de 29, voilà une manière de remonter dans l'opinion publique. Et le dossier Al Capone va devenir le cœur de sa stratégie. Dans ce contexte, le parrain de Chicago va tenter de redorer son image. Il va faire des apparitions médiatiques pendant des événements sportifs, dans des clubs de jazz, de poker, où il se fait accompagner de politiciens, ceux qui acceptent encore de se montrer avec lui. Littéralement, il essaye d'appliquer la même stratégie qu'avant son passage en prison. Mais comme le monde a drastiquement changé, ses apparitions, elles sont plus vues de la même manière. Il va alors jouer la carte de la charité début 31 en donnant de l'argent à des œuvres de bienfaisance et en ouvrant une soupe populaire, notamment pour les chômeurs sur South State Street pendant l'hiver. Ce coup marketing a pour objectif de l'aider à se mettre les pauvres et les ouvriers dans la poche pour contrecarrer le président Hoover. Compte tenu de ses revenus annuels, ces petites dépenses marketing ne représentaient pas grand-chose, mais elles ne suffiront pas à convaincre Hoover d'arrêter sa croisade anti-Capone. Ce dernier va tout mettre en œuvre pour le coincer. Ce qui n'est pas une mince affaire parce qu'il est impossible de prouver les crimes de Capone. Le système de la mafia est tellement opaque et composé de tant de strates qu'aucune preuve ou témoin ne semble exister à première vue. On peut le traduire en justice ni pour contrebande, ni pour proxénétisme, racket, jeu d'argent ou meurtre. Mais Hoover va tout de même mettre un agent du FBI sur le coup, chargé de trouver des preuves d'infraction de Capone liées au non-respect du Volstead Act, autrement dit tout ce qui se rapporte à la prohibition. L'agent en question est Elliot Ness, 29 ans, qui va monter un groupe d'une dizaine d'agents bien connus pour mener sa mission à bien et ils vont s'appeler les Untouchables, ou en français
les incorruptibles. Ensemble, ils vont parvenir à mettre à mal et à désorganiser les activités de l'Outfit. Ces actions sont très médiatisées pour servir l'image du gouvernement. Le refus d'Elliot Ness face à une tentative de corruption de la part de l'Outfit fait la une des journaux. Et bref, tout le monde parle des incorruptibles. De nombreuses arrestations ont lieu, mais pas celles d'Al Capone. Et bien souvent, les agents ne parviennent pas à prouver les meurtres, trafics et rackets menés par les membres du gang. Finalement, Ness et ses incorruptibles n'auront que peu d'influence sur l'arrestation de Capone. Mais le petit côté équipe d'agents spéciaux incorruptibles plaît beaucoup à la presse et sera repris par Hollywood ensuite, qui se réappropriera l'histoire de l'arrestation d'Al Capone. Parce que les dessous de la chute du mafieux sont bien moins stylés que dans le film de Brian De Palma. En parallèle de la mission d'Elliot Ness, Hoover avait demandé à Frank J. Wilson, un agent de l'IRS, soit le service des impôts américains, de tracer l'argent d'Al Capone et de trouver une faille permettant de le faire tomber. Il s'avère que depuis 1927, tous les revenus, même illégaux, sont imposables aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est encore vrai, vous pouvez cocher une case sur votre feuille d'imposition américaine disant que vous avez touché de l'argent venant de vol, par exemple. Cette loi, c'est une puissante arme contre les gangsters parce que s'ils ne déclarent pas leurs revenus, ils risquent la prison. Et s'ils les déclarent, ils avouent s'adonner à des activités illégales. Avant le massacre de la Saint-Valentin, Capone était plus puissant que les autorités et même plus puissant que la loi. Mais c'est plus le cas au début des années 30. Et il se trouve que le gangster n'a pas fait de déclaration de revenus à son nom en 1929. Or, avec son rythme de vie, il était tout bonnement impossible qu'il ne dispose pas de revenus. Au-delà de l'année 1929, Wilson doit prouver que Capone n'a jamais payé aucun impôt sur ses activités illégales. Ce bon vieux Wilson se retrouve à éplucher tous les livres de comptes saisis lors des perquisitions des établissements de l'Outfit à la recherche de la faille. Personne ne veut témoigner, évidemment, de peur de représailles, alors ce seront des heures et des heures de travail jusqu'à ce qu'une petite phrase rédigée sur un document oublié de la perquisition de la maison de jeu Outtown Smoke Shop qui va venir changer la donne. Et cette phrase, elle dit: Frank a payé 17 500 $ pour Al. Mais est-ce que ce Al est vraiment Al Capone? Le seul moyen de le savoir est de retrouver le comptable qui a écrit ces mots et d'obtenir son témoignage. Une analyse graphologique permet de l'identifier après 4 mois de recherche le 18 février 31. Wilson obtient finalement plusieurs témoignages d'employés de Capone et en comparant les dépenses du mafieux avec ses revenus déclarés, il obtient les revenus réels du parrain de 1924 à 1929, soit 1 035 654 $ et 84 cents. En réalité, les revenus d'Al Capone sont bien supérieurs à ça, mais ça correspond à ce que Wilson est en mesure de prouver. Et les impôts dus correspondant à ce montant sont de 215 080 $ et 48 cents. C'est pas spectaculaire, mais ça pourrait suffire à le faire condamner. Al Capone sent l'étau se resserrer autour de lui, alors il décide de se protéger, mais il va commettre une grave erreur. Au lieu de conserver son avocat fiscaliste, dont il trouve les honoraires trop élevés, il va s'entourer de 2 avocats qu'il connaît bien, mais qui ne sont pas des experts de la fiscalité. À ce moment-là, il prend pas vraiment au sérieux les accusations de fraude fiscale, compte tenu de toutes les atrocités pour lesquelles il pourrait être condamné en parallèle. Lui et ses avocats considèrent la manœuvre comme une piètre tentative d'intimidation. Et c'est d'ailleurs aussi l'avis de certains agents du FBI et de membres du gouvernement. Faire tomber Al Capone pour fraude fiscale n'est-il pas un aveu de faiblesse? Mais l'important, c'est de le faire tomber. Peu importe par quel moyen. Le 5 janvier 1931, Al Capone est mis en examen pour fraude fiscale de 1925 à 1929. L'acte d'accusation comporte 3680 pages dactylographiées et il doit répondre de 21 chefs d'accusation de fraude fiscale et d'infraction aux lois sur la prohibition. Ses avocats pensent que leur client s'en tirera aisément en plaidant coupable et en payant les sommes dues, mais c'est sans compter la détermination du juge James Herbert Wilkinson qui rejette la requête sous prétexte qu'elle est impossible dans un tribunal fédéral. Al Capone et ses avocats sont renvoyés devant un jury. Le procès s'ouvre le 6 octobre 32 à Chicago et il va être d'une ampleur internationale inédite pour l'époque. Pour l'opinion publique, c'est devenu le procès qui allait mettre fin au crime organisé. Des transcriptions quotidiennes sont effectuées dans la presse et vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'Al Capone a tenté de soudoyer le jury. Mais les agents fédéraux sont pas nés de la dernière pluie et ils se doutaient que le malfrat tenterait quelque chose de ce genre. Le jury est donc remplacé au dernier moment pour s'assurer de sa neutralité. Pendant le procès, Frank Wilson met en évidence que le train de vie de l'accusé n'est pas en adéquation avec ses revenus déclarés. Son argumentaire repose sur la pièce principale du dossier, le livre de compte du Hawthorne Smoke Shop, mais il y a un problème. Il y a un risque que cette pièce soit jugée irrecevable du fait du délai de prescription si les avocats de Capone le demandent, puisqu'elle remonte à 7 ans auparavant. Et c'est là que le choix de Capone au sujet de ses avocats va se retourner contre lui. Ils s'y connaissent trop peu en droit fiscal et ils n'ont pas le réflexe de demander la reconnaissance du droit à la prescription. C'est vraiment nul comme erreur. Et pourtant, c'est ainsi que la seule chance de Capone d'échapper à la justice lui file entre les doigts. Le 18 octobre 1932, Al Capone est jugé coupable. D'ordinaire, ce genre de procès débouche sur 18 mois à 2 ans de prison, mais le 24 octobre 32, le parrain de Chicago écope de 17 ans, dont 11 fermes. Un seul petit papier à la con a suffi à faire tomber le grand Al Capone. Il commence à purger sa peine à Chicago, puis à Atlanta. C'est une prison stricte et pourtant, une fois encore, il y est accueilli comme un roi. Cellule privée, literie au top, accès à la radio et au téléphone,
téléphone, douche, moyen de faire des transferts d'argent à distance, visites, il a tout ce qu'il veut. Jusqu'à ce que ça se sache et qu'il soit envoyé à Alcatraz. La célèbre prison vient d'être inaugurée et c'est donc un gros coup de pub pour le gouvernement. Elle est vendue comme étant la plus dure au monde pour abriter les personnes les plus dangereuses de la planète. Al Capone n'est pas un mauvais choix pour cette grande première. Ce dernier va passer des années difficiles à Alcatraz. En juin 1936, il subit une tentative d'assassinat de la part d'un prisonnier d'Alcatraz qui lui reproche de ne pas participer à une grève des détenus. Il se prend un coup de ciseau dans le dos et est emmené à l'infirmerie. C'est là qu'on va apprendre que Capone est atteint de syphilis. Il a probablement contracté la maladie pendant sa jeunesse auprès de prostituées et n'a jamais pris de traitement. Mais il se trouve qu'au bout d'un moment, la syphilis finit par attaquer le cerveau, provoquant une détérioration de la santé physique et mentale de la personne et menant à la démence. Et c'est ce qui va se produire pendant la détention d'Al Capone. Quand le diagnostic tombe, il est transféré en Californie dans la prison de Terminal Island le 6 janvier 39. Il sera ensuite libéré sous condition le 16 novembre 39 et retournera auprès de sa famille en Floride après avoir purgé les 2 tiers de sa peine. Mais en sortant de prison, un examen psychologique révèle que ses capacités mentales sont désormais équivalentes à celles d'un enfant de 12 ans. Le roi de Chicago n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est bien évidemment incapable de reprendre ses affaires et beaucoup l'abandonnent à ce moment-là en constatant son piètre état. Sujet à des crises de démence et des hallucinations, il voit des ennemis imaginaires autour de lui en permanence. Le 21 janvier 1947, il tombe dans le coma et le 25 janvier, Al Capone s'éteint à la suite d'un arrêt cardiaque à 48 ans. Il est inhumé auprès de son père et de son frère Frank sur le Mount Olivet Cemetery à Chicago. En mars 1950, ses cendres sont transférées au cimetière Mount Carmel à Chicago où reposent de nombreux gangsters. Et il y aura encore un dernier gros événement médiatique autour de ce bonhomme, c'est le 21 avril 1986 où le monde va suivre en direct la retransmission de l'ouverture de la chambre forte d'Al Capone, située dans le Lexington Hotel de Chicago. 181 stations locales et 18 chaînes du monde sont sur le coup. Elles espèrent voir apparaître sous les yeux de milliers de téléspectateurs le trésor caché du parrain jamais retrouvé par le fisc. Alors le monde entier retient son souffle, la chambre est ouverte et elle est vide. Al Capone reste dans les mémoires le gangster par excellence, sans doute car à la fin des années 30, le film de gangster est devenu un genre à part entière à Hollywood, dans lequel il a été énormément représenté. Grâce au cinéma, la légende a dépassé la réalité pour devenir un mythe. Et si les affaires de crime et de braquage vous intriguent, découvrez l'histoire du cambriolage le plus spectaculaire de l'histoire.